Les clients que vous avez sont absolument... J'emmerde les clients. 99,98% des êtres humains vivent, survivent ou s'enrichissent grâce à la vente. Les 0,02% restants sont exclus de ce monde. On vend ses services, ses produits, son temps, son savoir-faire, son intelligence, ses conseils, son diagnostic, son art, sa santé et même son corps. Si tout cela n'est pas monnayé, c'est soit de l'amour, de la générosité, du bénévolat ou alors c'est de l'exploitation. La vente est une convention et une opération par laquelle une chose matérielle ou immatérielle est cédée par une personne à une autre contre une somme d'argent. C'est aussi exercer une certaine influence sur une personne dans le but de l'amener à se décider en faveur d'une proposition. Alors, résultat des courses? Je vous le fais, ce prix? Ouais. On prend 50 millions. Garibaldi. 4 triple B. Occupez-vous des stylos, je m'occupe du contrat. Il y a ceux qui font de la vente un métier, et comme la vente est universelle, alors on dit qu'un vendeur doit connaître l'être humain pour s'adapter et vendre à tout le monde. Une des meilleures façons que nous ayons d'établir une communication consiste simplement à refléter la personne observée. Reproduire son rythme respiratoire, ses postures, ses gestes, nous permet de faire passer en quelques minutes un courant de sympathie. Quand les gens se ressemblent, ils s'apprécient. Ce qui distingue un vendeur honnête d'un vendeur malhonnête, c'est l'éthique et la morale. Il y a de la déontologie, des règlements, des lois que le manque d'éthique et de morale bafoue et viole, que ce soit avec ses clients ou avec ses concurrents. 5. Je suis un type arrangeant, c'est du court terme, alors je descends à 10, mais je ne peux pas aller en dessous sans y perdre mon honneur. 5. Vous faites quoi, là? C'est quoi ce bordel? Vous êtes mon avocat, pas le sien! C'est comme ça que tourne le monde, petit. La morale vise à distinguer le bien du mal. L'éthique, elle, vise plutôt à distinguer le comportement à adopter de celui qui ne le serait pas. Vendre un produit ou un service à une personne dans l'impossibilité de prendre une décision éclairée n'est pas moral. Vendre un produit de merde à prix d'or n'est pas éthique. C'est bien, mamie, hein? Vous êtes contente? Ben, je sais pas, mon père. Vous êtes du métier, vous devez le savoir mieux que moi. Bon, je dis, c'est parfait. Par contre, il y a ça là-haut qui me plaît pas, hein. Quoi, le coude? C'est une nouvelle norme, ça. La vente est un art, on en fait son métier, et maîtriser son art, c'est maîtriser un ensemble de techniques permettant l'accomplissement d'une œuvre. La vente n'est pas seulement une histoire de tchatch, c'est la compilation instinctive d'un ensemble de données. Créativité, expérience, connaissance, impression, ressenti et sensibilité, dans le but de convaincre et de persuader, mais surtout que tout le monde soit satisfait. Les valeurs que l'on transmet peuvent ne pas suffire à réguler les comportements des vendeurs. La pression du chiffre, le management et l'appât du gain peuvent conduire à des comportements déviants. Vous devez prendre vos téléphones et vous devez conclure. Soyez efficace! Vendre et s'enrichir sans morale et sans éthique, aujourd'hui ça laisse des traces. Le moindre mécontentement peut être partagé de façon universelle. L'éthique et la morale doivent être au-dessus de tout, et notamment de la rémunération. En 2008, le monde a connu une crise financière sans précédent. Le décor et le terrain étaient l'immobilier. L'éthique, la morale et l'argent furent les principaux complices. La victime était le client et le vendeur était le coupable. Des millions de gens ont perdu leur logement et se sont retrouvés à la rue, car certains leur ont vendu du rêve qu'ils ne pouvaient pas se payer. Simplement dans le but de vendre plus et toucher plus de commissions. Sur la réalité, est-ce qu'un moment pour obtenir certaines choses, tu parles dans une vidéo d'avoir de l'éthique et de la morale. Ouais. Est-ce que pour capter certaines informations des ambassadeurs, peut-on travailler aujourd'hui qu'avec de l'éthique et de la morale vis-à-vis de concurrents qui n'en ont pas? En fait, oui. Est-ce que le chiffre d'affaires peut se mélanger à la morale? Parce qu'on... Écoute, on a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai mon idée, je vais vous la donner, mais qu'est-ce que vous en pensez déjà? Non, mais on entend en permanence des personnes qui nous disent la bienveillance, l'empathie, savoir donner avant de recevoir. Tout ça, c'est très bien, c'est un peu le monde de oui-oui.
Mais est-ce Petite chanson. que ça, c'est assimilable au chiffre d'affaires? Parce qu'après tout, c'est toujours la même rengaine. Est-ce qu'on fait de l'immobilier pour l'amour de la pierre ou pour gagner aussi un petit peu d'argent? Alors, le truc, en fait, c'est que quand on regarde bien, dans l'immobilier, en tant qu'agent immobilier, négociateur, etc., il faut avoir de l'éthique et de la morale. C'est-à-dire que, éventuellement, le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on pouvait faire il y a 10, 20 ans, on ne peut plus le faire. On ne peut plus le faire. J'ai été formé par des baratineurs, clairement. Pourquoi ? Parce que c'est pas grave, on baratine, on vend. Au pire, on change de rue, on ne connaît pas, et puis point final. Donc aujourd'hui, ça ne marcherait plus ? Ça ne marche plus. Okay. Ça ne peut pas marcher pour une simple et bonne raison. Donc en formation, on ne peut pas avoir des formateurs qui n'ont pas d'éthique ? Non. Concrètement, non. Et je vais vous dire pourquoi déjà. Il y a un truc, les gens ne font pas attention. Ne serait-ce que les avis Google. Ne serait-ce que ça. Aujourd'hui, demain, tu descends un client, il te met un avis, et faut ramer pour l'enlever. Et tu as une note. Demain, tu reçois un agent immobilier, tu veux taper là, tu regardes l'adresse, tu regardes. Déjà, Google te le met. Déjà, il te met le nom de l'agence, il te met l'adresse, et en dessous, il te met la note et les avis. Et les avis. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, il y en a qui pensent rusé, etc. Mais quand je parle d'éthique et de morale, c'est que aujourd'hui, il faut faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Que ce soit dans la prise de mandat ou dans la vente, etc. Pour une simple et bonne raison, c'est que là, si tu gruges un client là maintenant, tu peux le baratiner, etc. N'oublie pas que tu as 15 jours de délai de rétractation. Clairement déjà. C'est-à-dire que derrière, dis-toi que tout ce que tu lui as dit, il faut que ce soit vérifié et vérifiable. Et il peut le vérifier derrière. Et pour peu que il n'ose pas te dire j'annule, il va faire un petit peu comme on fait aujourd'hui, on se largue par SMS, il va t'envoyer un SMS, il va dire écoute, ça ne m'intéresse plus. Non, désolé. Clairement. Ce qui peut se faire, c'est que tu peux à un moment donné mentir, gruger, etc. pour avoir le mandat, donc surestimer le bien, comme beaucoup le font. D'accord, mais tu as intérêt à être préparé parce que derrière, lorsque tu auras justement une proposition à moins 30 000 ou moins 50 000, alors que tu t'es engagé à le vendre à un certain prix, écoute, amuse-toi. Après, derrière, tu te fais Les process de l'estimation en France nous amènent toujours vers la surestimation. Mais bien sûr. C'est-à-dire que la méthode comparative de vente, de prouver qu'on a vendu tel ou tel bien, nous amène vers la surestimation puisque ils appellent d'autres confrères et que le propriétaire lui dit moi j'ai pris votre confrère, je suis vraiment désolé, mais il m'a proposé plus. Mais c'est même pas ça le truc. C'est même pas ça, c'est que je suis d'accord avec toi, mais en fait, aujourd'hui, il y a une certaine mode qui fait qu'on surestime les biens. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué, le marché est ultra concurrentiel, etc. Et que pour s'assurer justement de prendre au moins le bien en mandat, forcément, on surestime. Il y a des agents immobiliers qui prennent pas au prix qu'ils ont estimé, mais le prix du client. Oui. Ça, c'est une chose. Mais il y a même pire, c'est qu'il y a des agents immobiliers qui demandent le prix du client et qui rajoutent derrière en plus. Vous en voulez 200, mais pourquoi vous essayez pas 220 ? Simplement pour le ratio. Oui, mais pourquoi pas, on peut essayer, etc. Aujourd'hui, le marché est en plein boom, ça a repris, blablabla. Le client propriétaire ne se pose pas cette question-là de savoir exactement ce que le bien vaut au niveau du marché, mais plutôt, en fait, de savoir combien il peut en tirer pour compléter en fait son projet futur. Alors, lorsque tu connais ce métier, je parle par expérience bien sûr, moi je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'on ne sait pas combien un bien vaut jusqu'à ce qu'il se vende. C'est le client qui fait le prix. D'ailleurs, on devrait demander aux acheteurs de faire les estimations. Exactement. Et non pas aux agents immobiliers. Déjà, il faut arrêter les estimations. En soi, le marché de l'immobilier, il est basé sur quoi ? Il est basé sur une chose, en fait. Sur ce que je dis dans une vidéo, sur la capacité d'acceptation ou la capacité financière. Aujourd'hui, admettons, j'estime un bien à 200 000 euros. J'estime un bien à 200 000 euros. J'ai un propriétaire qui est pressé de vendre, soit un divorce, soit des problèmes financiers, et je lui apporte une proposition à 150 000. Admettons, imaginons, c'est une proposition farfelue, mais ça peut arriver. Et il accepte. Le bien, je l'ai estimé moi par rapport à un marché à 200 000 euros. Je l'ai vendu à 150 000 euros. Qu'est-ce qui se passe ? La vente derrière est enregistrée chez une notaire. Et cette vente-là va venir flinguer justement la moyenne du quartier. On est bien d'accord. Donc du coup, ça veut dire que sa capacité d'acceptation va faire le marché.
D'accord ? Et si un acquéreur est prêt à mettre le prix que l'on demande, le marché est comme ça. Donc, ce qui veut dire que je ne sais pas ce que l'autre va proposer, je ne sais pas ce que l'autre va accepter. Donc déjà, en soi, m'engager sur un certain prix, en soi, c'est pas éthique. Moi, je crois beaucoup au système d'enchères inversées, qu'on part d'un prix haut, qui baisse toutes les semaines, et que le premier acquéreur qui a validé le prend. Ce qui fait que ça stresse les autres clients acquéreurs pour dire je vais pas attendre la semaine prochaine, ça me convient le prix, je le prends. Mais déjà, ce qu'il faut faire comprendre à un client, c'est que s'il a un prix, est-ce que on a 3 prix dans la tête. On a toujours 3 prix. On a le prix fantasmé, on a le prix que l'on veut et le prix qu'on est prêt à accepter. Et un bon négociateur arrive à déterminer ça. Vous en voulez 200 000 ? Ok, d'accord. Bon, votre dernier prix. 190, mais je descends pas plus bas. D'accord. Si j'ai une offre à 170, 180, est-ce que je peux vous la proposer ? Oui. Déjà, tu as le prix fantasmé, tu as le prix qu'il veut, et le prix auquel il peut éventuellement, pourquoi pas, discuter et échanger. Oui, mais si tu as une autre personne qui, derrière, surenchérit sur ce que tu as dit, c'est que ça vaut ce prix-là. Mais ça va dans les deux sens, autant à la baisse qu'à la hausse. Regardez, aujourd'hui, je prends un exemple tout bête, on est sur Paris, on prend le 18e arrondissement, Barbès. À combien il est le mètre carré ? Il a plus de 10 000 euros. Qui aurait imaginé il y a 10 ans que Barbès passerait à plus de 10 000 euros le mètre carré ? Personne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y en a un qui a tenté à 7 000, ça s'est vendu. L'autre, il a vu qu'effectivement, ça commençait à se bobotiser un petit peu parce que t'as Montmartre, la butte Montmartre, c'est complètement complet, les gens commencent à descendre. Le quartier est en train de un petit peu de changer. Puis il y en a un qui propose à 8 500, l'autre 9 000, l'autre 10 000. Et puis on est aussi sur la surenchère en fait. Donc, parce que les autres quartiers sont full, c'est tout. Oui, mais c'est toujours un problème de capacité. T'en as qui sont capables de mettre plus que ce que ça vaut pour pouvoir l'acheter. Donc du coup, en fait, ça monte et ça baisse. C'est pour ça pourquoi je dis que ne jamais s'engager sur un prix. On peut partir sur un prix. Maintenant, si j'ai pas d'acquéreur, c'est que ça vaut pas ce prix-là. Si j'en ai beaucoup, peut-être que ça vaut peut-être même un petit peu plus. Effectivement, ça c'est dans mon esprit, c'est ce que je dois comprendre. Mais déjà, en soi, comprendre que oui, on peut essayer, ça vaut ça, ça vaut ça. Et donc l'idéal, en fait, parce qu'aujourd'hui, tous les mandats, on a un prix dessus. Donc dès que on doit bouger le prix, il faut faire un avenant. L'idéal, ça serait de pouvoir fluctuer sur les prix. C'est-à-dire qu'on puisse fluctuer pour aller tester. J'ai pas assez d'acquéreurs, je vais aller baisser. J'ai trop d'acquéreurs, monsieur, je vais réaugmenter. Oui, mais c'est en fonction aussi de la personne. Mais tout dépend comment tu l'amènes. Tout dépend comment tu l'amènes. Il faut être Pascal le grand frère, il faut l'éduquer. Faut lui expliquer qu'aujourd'hui, un prix, si vous voulez obtenir le meilleur, faut le tester. Si tu es en exclusivité, c'est possible. Si tu es en mandat simple, ça devient plus compliqué. Ok. Mais parce qu'il a plusieurs sons de cloche. Exactement. Et donc, le propriétaire va-t-il comprendre ça ? Si tu es en exclu, oui, le propriétaire va comprendre une chose, clairement, si on arrive à lui faire comprendre. Est-ce que vous avez des propositions ? Non, c'est que ça vaut pas ce prix-là. Est-ce que vous avez des offres moins chères ? C'est que ça vaut toujours pas ce prix-là. Parce que c'est la réalité des choses. Si quelqu'un n'est pas en mesure de faire une proposition, c'est que ça vaut pas ce prix-là. A contrario, si tu as vendu moins cher dans le même quartier, que tu lui fais comprendre, voilà la réalité du marché et du prix aujourd'hui et de ce que les gens offrent pour ce type de bien dans ce quartier. Mais c'est exactement, on parlait la dernière fois du stylo, mais on peut même inverser l'histoire du stylo. Quand un industriel veut fabriquer un produit, avant de se poser la question de savoir s'il va produire un article, peu importe, on va dire un stylo, il va déjà faire une étude de marché, il va demander à 1000 personnes, voilà mon stylo, voilà, ça c'est une maquette, mais elle fonctionne, utilisez-la pendant une semaine. Et dites-moi, au maximum, à quel prix vous seriez prêt à l'acheter. En fonction de ça, ils font une moyenne. Sur cette moyenne de prix d'achat, ils voient si eux, par rapport à la fabrication du produit, ils ont une marge. S'ils ont une marge de 15-20%, ils fabriquent, sinon ils ne fabriquent pas. Donc en définitive, quel est le prix d'un produit ? Même dans l'immobilier, si noble soit-il, c'est quand même un produit qui est comparé, à un moment donné, c'est le prix que les acheteurs sont prêts à mettre. C'est pour ça que si jamais tu avais un panel d'acheteurs... c'est que... Si tu avais un panel d'acheteurs et qu'en fait tu disais au client, écoutez, chez moi c'est un petit peu différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener 5 acheteurs. Et les 5 acheteurs, je vais vous les amener en mandat de recherche. Et en fait, c'est eux qui vont déterminer le prix. Oui, mais au niveau de législation, c'est interdit, ça, non ? En mandat de recherche, non, c'est pas interdit. Je sais pas. Je suis pas sûr. Non, mais tu pourrais très bien, après... Il y a la surenchère, là. Donc, après une visite, tu pourrais très bien dire ce bien vous a plu ou pas, quelle proposition souhaiterait vous faire. Et à partir de là, on affiche le petit potentiomètre au client propriétaire pour lui dire voilà ce que les gens auraient mis sur votre bien. Avant d'arriver là, parce qu'il en est parti loin quand même, mais avant d'arriver là, il y a quand même ce qu'on appelle la découverte client.
D'accord. Qu'est-ce que c'est que la découverte client ? La découverte vendeur, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, tu sais pas ce que c'est ? Il me taquine. Ouais, bien sûr. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu comprends le projet du client, tu sais pourquoi il a fait son prix et pourquoi il veut ce prix-là. Souvent, tu t'aperçois que il se sépare, il y a encore un solde à payer, il y a ci, il y a ça, et donc forcément le prix est en fonction de leur projet. Ou alors tu t'aperçois qu'ils ont acheté et que le banquier leur a demandé une certaine somme pour pouvoir faire un prêt relais, et tu t'aperçois qu'en fait le prix est en fonction du projet, rien à voir ni avec le marché, ni avec quoi que ce soit. Il y a ce que je dis souvent. C'est Sébastien Tedesco qui en parle bien de ça. Il me semble. Le prix, il est fantasmé par rapport au deuil, des souvenirs, par rapport au moment vécu, par rapport à rapport à la problématique. Là, moi, ce que j'ai vu là dernièrement, c'est un client qui vend au prix. Alors c'est bête parce qu'il a acheté trop cher en 2007. C'est ce qui s'est passé avec la crise des subprimes, etc. Encore aujourd'hui, je crois que par rapport à 2007, il y a à peu près 30 000 € de moins. Et il espère récupérer ce qu'il a dépensé, alors que c'est pas encore le bon moment et c'est pas encore la bonne période. Mais il réclame cette somme-là simplement pour ne pas perdre d'argent. Exact. Et en fait, lorsque tu comprends cette problématique-là, quand tu fais ta découverte client, que tu remets toutes les choses dans le contexte, tu es en mesure de lui faire comprendre, monsieur, vous avez fait votre prix où vous en voulez, pas par rapport au marché, pas par rapport à ce qui se vend, mais par rapport à une idée ou par rapport à votre projet. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si moi, aujourd'hui, je veux m'acheter une Ferrari, j'ai une Clio, est-ce que je peux revendre ma Clio au prix d'une Ferrari pour pouvoir m'acheter une Ferrari ? Ben non, malheureusement, ça marche pas comme ça. Ce serait trop facile. Et souvent, c'est ce qu'on retrouve, en fait. Et donc, du coup, on se retrouve face à une situation un peu paradoxale où là, on est obligé de ramener le client à la réalité. Lorsque tu as compris qu'il a son idée, tu négocies pas pour lui vendre quoi que ce soit, simplement pour le ramener à la réalité, lui faire comprendre les choses. Et celui qui arrive à mieux faire comprendre les choses arrive à être le plus convaincant et à avoir le mandat exclusif. Pourquoi on s'étonne des fois ? Ça nous est arrivé à tous de se faire piquer un mandat simple par un confrère qui l'a transformé en mandat exclusif parce qu'il est arrivé, et moins cher en plus. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais en mandat simple à 180 et puis une exclusivité à 160 000 avec le confrère. Je dis merde, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il a fait un meilleur travail que moi, justement, tout simplement. Et ça, faut comprendre. Faut comprendre comment est-ce qu'il a fait son prix. D'où est-ce qu'il sort ? Est-ce que c'est une estimation par un confrère ? Est-ce que c'est une estimation de quartier ? Est-ce que c'est une estimation sur Internet ? Moi, les estimations sur Internet, j'ai un petit peu de mal parce qu'il y a toujours cette partie de ressenti que le digital n'a pas encore. Ouais, aux États-Unis, ils l'ont. Ils ont réussi à avoir France, très peu d'erreurs. Alors j'espère qu'en France, il y en a qui vont le développer, mais ou pas, j'en sais rien. Mais pour l'instant, et encore, on a des fourchettes des fois qui sont immenses. Ouais. Autant ils peuvent être très pro. Alors, je veux pas faire de la pub, etc. Mais tu peux avoir des fourchettes de 30 000 €. Et souvent, ça m'est arrivé de faire des estimations comme ça, aller à l'aveugle. J'ai des fourchettes de 80 000. Alors, comment tu situes un prix au milieu de 80 000 €? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais ça dépend tellement de paramètres que c'est bien sûr sûr, pas évident. Voilà, si tu prends dans le même immeuble où tu as des prix au mètre carré, des fois, tu vas avoir le dernier étage, ça se trouve, le prix il a été calculé par rapport à un dernier étage qui a été estimé plein sud, etc. Ouais, et puis le gars, il a un rez-de-chaussée sur rue qui est plein nord. Bah forcément, c'est pas le même prix, quoi. Et pourtant, au niveau de l'immeuble, le prix au mètre carré, il est là. C'est l'appréciation. L'appréciation de la distribution des pièces. Donc, va faire comprendre aux propriétaires du rez-de-chaussée que c'est pas son prix. L'appréciation et la connaissance du marché. Tu vois, tu as un client qui a acheté il y a 5 ans. Maintenant, tu peux trouver justement l'évolution, etc. Et tu vois que 5 ans après, il te vend le bien à 15% plus cher. Et tu es là, et toi, tu connais ton marché, tu sais que sur ton secteur, l'immobilier a pris 5%. Bah, tu demandes, écoutez, monsieur, voilà les chiffres des notaires, voilà ce qu'on peut trouver, etc. Aujourd'hui, l'immobilier a pris 5% dans votre quartier. Pourquoi est-ce que vous en voulez 15% de plus ? Déjà, expliquez-moi ça. Alors, il peut te sortir tout ce qu'il veut, etc. Mais toi, déjà, tu arrives avec des faits concrets, des chiffres et quelque chose de tangible. Moi, je te justifie que ça vaut pas 15% de plus, mais 5. Explique-moi maintenant pourquoi ça vaut 15% de plus. Moi, quand c'est comme ça, je mets souvent une stratégie en place. C'est-à-dire que je dis, écoutez, de toute façon, pendant 15 jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester votre prix. Ouais, d'accord. Et puis si dans 15 jours on s'aperçoit qu'effectivement on n'a pas d'appel, on a très peu de visites ou pas d'offres, à ce moment-là on se remettra à un prix classique. Alors moi je parle pas de prix, je parle de stratégie. On peut essayer parce que je peux me tromper. L'immobilier aujourd'hui, s'il y a un acquéreur qui est prêt à mettre ce prix-là, c'est que ça vaut et je peux peut-être me tromper. Mais au bout de 15 jours, justement pour pas flinguer un petit peu votre démarrage, etc. Au bout de 15 jours on changera de stratégie, tout simplement. La stratégie, alors ça
peut être le prix, ça peut être aussi ma communication, ça peut être autre chose, etc. Je leur dis pas simplement faut baisser le prix, parce que faut baisser le prix tout de suite. Voilà, on changera de stratégie, on réadaptera tout ça, on va faire un suivi. Je vais vous informer du nombre de clics que je reçois sur vos biens, le nombre d'appels que je reçois. Si j'ai des visites, je vous informerai, etc. très rapidement. Il faut que très rapidement on puisse être en mesure de pouvoir savoir si on est dans le vrai ou pas. Si on n'est pas dans le vrai, à un moment donné, il faudra qu'on réadapte tout ça. C'est ça. Maya, je voulais te poser une question générique. Allez. La question qui tue, comment tu vois l'immobilier dans 5 ans, dans 10 ans? Je sais pas. Merci. Non, mais je vais peut-être déballer, je vais peut-être vous dire pourquoi. On voit des choses se passer aujourd'hui qui peuvent être incompréhensibles pour certains. On voit des entreprises qui lèvent des fonds, on voit des investisseurs. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que ces gens-là vont développer. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Il y en a qui sont valorisés à 1 milliard, sans citer de nom, etc. Et je me dis que ces gens-là, si à un moment donné, il y a des investisseurs qui ont mis de l'argent sur la table, c'est qu'ils ont jugé le passé, le présent et l'avenir. C'est-à-dire que les gens, justement, qui ont les patrons, ont peut-être un projet, ont peut-être développé quelque chose, etc. Ou du moins, je l'espère pour eux, parce que si on reste sur le statu quo, éventuellement, ça peut paraître abusé. Mais j'espère réellement que ces gens-là ont quelque chose à développer. Du coup, s'ils développent quelque chose, peut-être que ça va faire mouche et qu'on va s'adapter. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. Et personne ne peut dire comment ça va se passer demain. Clairement, on ne sait pas. Un truc tout bête, simplement, il y a 1 an, on était confinés et c'est la crise. Le marché va s'effondrer. Un truc tout bête, simplement. Et puis finalement, on s'est aperçu que non. Donc je ne sais pas et je ne vois pas ce que pourrait être l'immobilier dans 3 ou 5 ans. Un mix entre l'humain et le digital. Est-ce que finalement le digital ne va pas faire ses preuves et s'effondrer, ou est-ce qu'on va être carrément dans le tout digital? Encore aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Voilà, tout dépend justement. Pourquoi? Parce que on n'a pas suffisamment de recul, on n'a pas suffisamment d'informations justement sur tout ce qui se passe. Maintenant, il y a certaines entreprises qu'on connaît, on sait plus ou moins pourquoi elles investissent. Est-ce que tu pourrais nous parler de la stratégie des agences de papa? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? La question qu'on m'a souvent posée, pas plus tard que cette semaine, est-ce que tu penses qu'ils sont légitimes en tant que professionnels de l'immobilier? Moi, je réponds oui, complètement. Ils sont légitimes pour une seule et bonne raison, c'est que c'est la loi, un petit peu une loi universelle, l'argent. Voilà, la moulaga, comme disent les gamins aujourd'hui. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce qu'ils font du chiffre d'affaires, ne serait-ce aussi infime soit-il? La réponse est oui. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont des clients. Ouais, donc ce qui veut dire qu'ils répondent à un besoin. Oui, donc qu'ils apportent une solution. Oui, donc ils sont légitimes en tant que professionnels de l'immobilier. Il y a une chose par contre, juste pour finir, c'est qu'il y a 30% à peu près, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a à peu près 1/3 de transactions qui se font en PAP. Nous, les professionnels de l'immobilier, cette partie-là ne nous intéresse pas. En fait, c'est une grosse erreur. Mais bien sûr que c'est une grosse erreur. Mais justement, ils répondent à un problème, mais ils répondent aussi peut-être à une frustration. Et cette frustration devra nous ramener à nos manquements. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, des particuliers vont vers eux, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui aurait pu signer avec une agence de manière classique va aller vers eux aussi? Alors, c'est l'effet Il placebo. répondrait réellement à ça si les particuliers mettaient des agences en mandat, et s'ils donnaient des mandats exclusifs aux agences de papa. Est-ce qu'ils travaillent plus en mandat simple qu'en mandat exclusif? Non, mais je suis complètement d'accord. Je te rejoins complètement, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils apportent déjà une solution à une clientèle que les agents immobiliers délaissent. Donc ils sont légitimes. Par contre, le système qu'ils ont, il y a quand même maintenant, on commence à avoir un petit peu de recul. On sait que c'est pas complètement parfait et que ça peut être problématique derrière s'ils n'ont pas autre chose. Plus de digital que d'humain, c'est ça ? Il y a des entreprises qui sont lancées dans 100% digital qui ont coulé, il y a des entreprises qui sont lancées dans 100% digital et qui sont aperçues très rapidement qu'il fallait un petit peu maintenant mettre de l'humain, et que le digital, moi pour ma part, le digital n'est qu'un outil. Le digital doit cohabiter avec le terrain et l'humain. Le 100% digital,
concrètement, j'ai du mal. Je sais Tu pas. sais pourquoi pense pas. Tu sais pourquoi Ça Parce doit que être tu l'as dit un tout à élément. l'heure. Oui, c'est la rationalité. Oui, c'est le ressenti, la rationalité et tout ça, etc. Bien sûr. Et un ordinateur va pas négocier entre 2 ou 3 personnes, sauf si maintenant chaque interlocuteur donne le pouvoir à un ordinateur et que tu as 3 ordinateurs qui négocient, qui fait la visite. Tu as l'ordinateur qui négocie pour le vendeur et l'ordinateur qui négocie pour l'acheteur. On va reprendre les bons mots d'Oussama, qui disait que de toute façon, lui, mais je pense je peux imaginer qu'il est dans la réalité, le tout digital c'est une chose, mais il y aura toujours besoin de l'humain pour une raison simple, c'est que les vendeurs ont besoin plus d'un psy qu'autre chose. Il y a une telle charge émotionnelle, que ça soit dans une transaction acquéreur-vendeur, que l'immobilier sera là. Les agences de papa, c'est quelque chose qui répond peut-être à une demande. C'est pertinent. Bien sûr, mais est-ce que le modèle économique est viable? C'est une autre histoire. Voilà, ça c'est vraiment une autre histoire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'espère pour eux qu'ils ont un autre plan derrière, quoi. Qu'ils sont en train de développer, je sais pas, une nouvelle technologie, ou qu'ils ont un plan simplement de développement et de création d'agences, etc. Donc on ne sait pas trop ce qui peut se passer. J'espère que ce système-là, en tout cas, il n'est pas étrange, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Il y a des startups qui se sont créées et il ne faut pas oublier que... Oui, ils arrivent en 3 ou 4e position. Ils arrivent en 3 ou 4e position, derrière, qui ont compris qu'effectivement, ça ne pouvait pas suffire. Déjà, en soi, lorsque tu es une startup, c'est pas comme quand tu crées un réseau de mandataires. Tu développes des logiciels, tu développes des trucs de simulation, Internet, la communication, les applications, tout ça, c'est un coût, etc., qui est énorme. Et en plus, derrière, ceux qui doivent maintenir ça, ce sont des salariés. C'est pas comme si tu prenais des agents immobiliers agents co. C'est un coût, des locaux, des serveurs, etc. Ça coûte énormément d'argent et je sais pas si 2000 € pour ce type de contrat finalement ça permet de soutenir justement tous ces 2000 € peut-être s'ils vendent en plus quand tu connais le salaire moyen d'un 3-4 mois plus tard. Ouais, quand tu connais le salaire moyen d'un community manager sur Paris, il t'en faut minimum 20, donc déjà tu es à peu près à 300 000 € de salaire et de charges contre le coût des serveurs, etc. et tout le reste. Alors c'est un petit peu compliqué, voilà, sans citer de nom, etc. Je sais qu'il y en a qui l'ont compris sur le tas et qui derrière se sont dit non, mais écoute, ça peut pas suffire, maintenant 2000 €, faut peut-être qu'on se mette dans la transaction et qu'on se mette à faire justement il y en a des signatures, quoi, fait une rotation du modèle économique et il y en a Proprio je voulais pas les citer, mais tu peux citer toutes les marques. On peut les citer. C'est vrai que Proprio, c'est une boîte qui aujourd'hui fonctionne hyper bien, tout simplement parce qu'ils ont su à un moment donné pivoter, parce qu'ils se sont rendus compte que prendre 2% ou même au départ, ils étaient, je crois, en commission unique, que ça ne fonctionnait pas en fait. Et Marton est reparti en Suède. Et Marton, ils sont repartis parce que c'était pas possible. Voilà, mais c'était pas possible. Mais le truc, c'est qu'on sait pas, parce que à un moment donné, s'ils font une levée de fonds, s'ils contactent des investisseurs, c'est que, comme je t'ai dit, ils ont un projet d'évolution et un projet d'avenir. Pour peu que ça plaise justement à l'investisseur, putain, moi, je suis pas fou, même si j'ai de l'argent, je mets pas 23 millions sur un truc qui a déjà montré des. Et ils les ont pas, ils les ont pas les 23 millions. On est bien d'accord, mais ils les auront si jamais ils arrivent au BP. Mais finalement, en fait, le PAP. Lui, ça coûte 690 €. Il est concurrencé par le Bon Coin 0 €, avec moins de services, mais les gens ne voient pas du tout la différence. Et à partir de là, en fait, ils vivent toujours le PAP. Ils arrivent à fonctionner ou ils perdent des parts de marché et c'est le Bon Coin qui... Non, mais les agences de papa ou ce que faisait Proprio, c'est un service... C'est pas ce que propose le Bon Coin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mets ton annonce sur le Bon Coin à 0 €. D'accord, ok, ton expérience client, désolé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, passe une annonce et vous allez comprendre qu'en fait, vous allez être dégoûté du marché, que ce soit professionnel, particulier, tu sais plus où donner de la tête. Tu ne réponds même plus au téléphone, même si c'est un particulier qui t'appelle, je vous assure, je l'ai fait l'expérience. Par contre, derrière, lorsque tu as ce type d'entreprise, déjà, du coup, tu n'as que des particuliers, tu leur donnes un planning justement de visite, tu leur dis, voilà, écoutez, moi, je suis disponible à telle heure, à telle heure, à telle heure, et du coup, ils te fixent les rendez-vous, tu n'as rien à faire, tu sais juste, tu as des notifications que tu vas avoir un rendez-vous. Et puis derrière, tu fais ton propre boulot. Déjà, en soi, ça te facilite la tâche déjà à ce niveau-là, que ce soit dans le traitement, dans le tri, dans la qualité justement des appels. C'est une assistante en fait. C'est une assistante, etc. Et c'est ce qu'on appelle le prix de la tranquillité. Et ça imprime. En fait, ils font le boulot de Scorimo pour les agents immobiliers. Exactement. Non, pour les particuliers. Plus ou moins pour les particuliers. Oui, enfin pour les particuliers. Scorimo pour les professionnels. Je comprends. Effectivement, moi le premier, je me pose des questions. Truc, c'est que est-ce que c'est viable, pas viable, mais à un moment donné, tu comprends, on touche pas la même clientèle. On touche pas la même clientèle, tout simplement. Si maintenant tu te dis merde, putain, pourquoi tu l'as pas fait? Si toutefois, éventuellement, ils te prennent des parts de marché, regarde par rapport à tes manquements aujourd'hui. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là.
Mais on aurait pu le proposer de n'importe quel professionnel de l'immobilier, n'importe quel professionnel qui a une agence immobilière aujourd'hui pourrait proposer un service, on va dire minima, d'un service premium pour ceux qui passent par une agence. Service papa. Il y a un service papa. Et ils auraient pu proposer un service papa. Limite même, en dernier recours, bonjour, mandat exclusif, ok, mandat simple, ok, d'accord, bon écoutez, voilà ce que je vous propose. Au pire, c'est quoi ? Bah, tu as une standardiste, elle répond au téléphone, tu mets justement, tu lui fais son planning, etc. Tu fais pas de visite, tu fais rien du tout, bah, t'as pris, tu prends quelque chose. On va dire, allez, c'est le dernier recours. On aurait pu le proposer. Au lieu de laisser le client partir dans la nature. Les agents immobiliers se voient comme les conciergeries d'hôtels de luxe, un peu comme si on était au Georges V. Tu appelles le soir à minuit, 2h du matin pour avoir la bouteille de champagne, les fraises, ou peu importe ta demande. Et de l'autre côté, tu as le service qui est, comment on peut dire, régressé, comme AliExpress ou Wish. Et donc, ils considèrent que le PAP ou tous ces services-là sont Wish. Donc, l'agent immobilier qui dit moi j'offre du service plus parce que je vais aller faire tout le travail, tous les process de suivi sur les comptes rendus, sur vous aider pour obtenir le meilleur prix et ainsi de suite. Ils disent on compare pas les mêmes choses. Voilà. Alors après, est-ce que les clients sont prêts en fait à accepter un service plus de luxe de conciergerie ou ils se disent bah non moi je me contente du service. À un moment donné, je pense qu'il faut parler à tout le monde. On prend l'exemple d'Apple. C'est les téléphones les plus chers, les ordinateurs les plus chers, les iPads les plus chers, etc. Tout ce que tu veux, tous les ans, ils te sortent un produit genre 8C, 5C, etc. à 400 balles, qui est même pas le prix d'un Huawei. Finalement, on n'achète pas le hardware, et on achète la marque. T'achètes la marque, on est bien d'accord. Mais de toute façon, tu rends un service. Aujourd'hui, tu rentres chez Carrefour, tu veux acheter une bouteille de vin, bah t'as le choix. Si aujourd'hui, tu peux te payer la côte rôtie, tu te prends la côte rôtie. Sinon, tu te prends une bouteille de 6 tacs 2 €, tu prends 2 €, mais t'as gagné un client quand même. Et le truc, c'est qu'on a délaissé justement c'est quand même énorme. Moi, quand j'y pense, peut-être que ça choque pas les gens, mais on délaisse quand même 30% du marché de l'immobilier. Attends, parce qu'il y a quand même une problème. Enfin, peut-être que la peur de l'agent immobilier, c'est de se dire, moi, je veux bien faire une division dans mon agence de papa. Sauf que si ça fonctionne, mes coms seront maintenant à 2 000 €. Et c'est pas pour ça que je prendrais des parts de marché. En fait, on devient parce que dans ton exemple Carrefour, ils récupèrent des clients, alors que nous, on va pas récupérer forcément des clients. On va avoir peut-être le même nombre de transactions, mais cette fois-ci, elles seront plus à 10 ou 15 000 €, mais à 2 000. Et là, l'agence ferme. C'est compliqué en fait. Moi, j'avais Visite en Vue. C'était une agence start-up que j'avais mise en place il y a quelques années. Et en fait, je proposais des pourcentages qui allaient de 1 à 4%. Et dans les faibles pourcentages, à 1%, et 2%, c'était 1% exclusivité et 2% mandat simple. Et c'était le propriétaire qui faisait les visites. Donc ça a été, je l'ai créé il y a 10 ans à peu près. Donc j'étais vraiment dans les premiers. Et en fait, donc quand je présentais l'offre, j'avais 1, 2, 3, 4 et 3% c'était une agence tradi où j'étais en exclu et je faisais les visites et 4% j'étais en mandat simple. Et ben à chaque fois les gens ils prenaient 1% ou 2%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je leur présentais l'offre, ils allaient sur l'offre qui était la plus intéressante pour eux financièrement, qui pensait être la plus intéressante pour eux financièrement, parce que les visites finalement... Celle qui pensait peut-être être capable de pouvoir faire. Peut-être qu'ils pensaient dire, bah tiens, les visites, c'est facile. Voilà, exactement, c'est ça. Je le fais. Exactement. Et le reste, vous pouvez le gérer. Et le reste, vous pouvez le gérer. Alors que les visites, c'est le plus dur. C'est concrétiser, rassembler. Pas faire la visite en elle-même, mais négocier. J'avais le même système qu'eux, en fait. Je comprends tout à fait, et je comprends exactement ce que veut dire Alain. C'est-à-dire que si tu proposes un produit, on va dire, allez, discount, tout le monde va se jeter sur le discount, et du coup, bah, tu prendras pas de com, etc. Mais du coup, bah, ça te donne plus, justement, à un moment donné, tu peux expliquer que voilà, j'ai des acquéreurs, on travaille de telle manière, après maintenant on fait comme vous voulez, si vous souhaitez je peux vous accompagner, ça vous coûtera que 2 000 €. Mais le problème c'est que ce qui va se passer, le particulier n'est pas agent immobilier. Le particulier n'est pas agent immobilier, le particulier n'a pas tes contacts, le particulier ne négocie pas comme toi, le particulier n'a pas forcément ton temps, le particulier n'a pas le recul que tu as toi face par rapport par rapport au marché, par rapport à la situation, etc. Les gens ne sont pas des vendeurs. C'est pas les négociateurs. Pourquoi les gens... Donc finalement, ils prenaient des mandats, Alexandre, et peut-être qu'ils perdaient des ventes. Mais bien sûr. Et quand bien même. Je perdais de l'argent surtout. Et quand bien même, je le prends à 2 000 €. Je le prends à 2 000 €. Au bout de 15 jours, alors qu'est-ce que ça donne ? Vous avez fait vos visites, j'en ai fait 4. 4, vous n'avez pas vendu.
Après, 5, vous en avez pas vendu. Après, ça peut être éventuellement Qu'est-ce qui cette s'est passé ? possibilité Qu'est-ce qui de s'est dire. passé Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait ? Écoutez, Il faut si aller vous me le appeler les- permettez, écoutez, moi j'ai des acquéreurs, etc. Et à ce moment-là, peut-être que ceux qui ne te prennent rien dès le départ, tu peux déjà leur servir ce type de produit. Et comme disait très bien tout à l'heure Alexandre, on fait un point dans 15 jours, etc. Et si vous voulez plus d'aide, à ce moment-là, je vous l'apporte. Plus le temps passe, plus l'échéance arrive, parce que chaque vendeur, à un moment donné, a une urgence. Plus le temps passe, plus tu te rapproches de l'urgence, et plus tu auras la possibilité, à un moment donné, de pouvoir le récupérer en mandat exclusif, parce que tu l'as et que t'as pas pu avant. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser filer le client maintenant comme ça à partir, tu aurais pu à un moment donné peut-être le garder sous la main encore quelques temps. C'est une pouvoir le accroche. travailler, et une accroche, bien Ça sûr. sera une justification. Bon. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas autre chose, c'est que le mec, on lui demande pas d'argent. Oui, absolument. C'est après signature. Tu as essayé à cette manière-là, tu n'as pas trouvé d'acquéreur. Maintenant, voilà, écoute, tu vas pas rien me payer, on verra par la suite. Tu verras, forcément, je rajoute mes honoraires parce que je vais mettre mon grain de sel là-dedans. Et du coup, voilà. Sauf que après, si tu passes de 2000 à 15 000 parce que tu passes sur des prestations classiques, est-ce que le delta pourra se justifier ? Finalement, c'est pas si classique que ça. Non, c'est pas classique. C'est des prestations augmentées. Oui, augmentées, mais Ouais. augmentées, triplées, quadruplées. Ouais, mais après, justement, tu peux proposer un service premium. Alain, ce que tu dis, tu vois, on peut pas avoir de réponse. Mais tu vois, ça, c'est un débat qu'on aurait dû avoir. Ah bah bien sûr. Et puis bien longtemps déjà, avant que justement des gens de l'extérieur débarquent ici avec une solution, parce que eux ils y ont réfléchi, et nous en tant que professionnels de l'immobilier, alors il peut y avoir tous les syndicats que tu veux, tous les groupements d'entreprises, etc. Personne à un moment donné a mis sur la table une question fondamentale, qu'est-ce qu'on fait du 30% du marché dont on ne s'occupe pas ? Absolument. Et ça, c'est un truc qu'on aurait dû faire avant. Et c'est pour ça pourquoi je dis que normalement, ça crée une frustration qui devrait nous ramener à nos manquements. On va avoir développé voilà. là, après l'émission, il va y avoir plein de services papa qui vont se créer. Mais en même temps, il est valorisé à combien ces 30% de chiffre d'affaires au niveau annuel ? c'est 30% de... 30% d'1 million de biens. Oui. Tu sais bien sûr que c'est énorme. Ouais. C'est un marché dont personne... Je regardais le PAP faisait à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Alors maintenant, moi, le système, juste pour finir là-dessus, excuse-moi Olivier, j'ai pas oublié ce que j'allais dire, le système en place, moi pour l'instant, j'y crois pas trop, parce que je sais ce que ça a donné. D'accord ? Par contre, on ne peut pas leur reprocher de le faire. Parce que tu as beaucoup de professionnels maintenant qui leur reprochent de les faire, mais ils sont pas légitimes, et si, et ça, et nanani, et c'est de la merde. Ils se sont simplement lancés sur un truc que tu n'as pas traité. Mais c'est opportun, c'est très bien. Bien sûr. Donc ne les vois pas déjà comme des concurrents. C'est audacieux. Mais ne les vois pas comme des concurrents parce qu'ils ciblent une clientèle soit que tu as laissé filer, exactement, soit que tu ne traites pas. Exactement. Point final. Donc du coup, ils ont légitimité. Ils n'ont rien inventé quand même. Hein. Quand on dit bien sûr, ils ont rien inventé. On a inventé quelque chose, ils n'ont rien inventé. C'est pas les premiers à arriver à faire de la com à 2000. Hein. Tout le monde veut utiliser le mot révolution. Oui. Dans ses slogans. Ouais. Et mais dans révolution, il y a rêve et il y a évolution. Oui, mais il n'y a pas de diminution. Est-ce qu'on y est ? Il n'y a pas forcément diminution. C'est beau, Alexandre, merci. Merci beaucoup. Donc on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des choses peut-être qu'on n'a pas pu traiter ensemble et qu'on aurait le temps ? C'est maintenant ou jamais. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. C'est vrai que Maher est une personne vraiment qui connaît exactement ce qu'il dit. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un plaisir de jouer avec Maher. C'est un plaisir de jouer au débat avec Maher. C'est un passionné. Ouais, c'est vraiment... Tu nous as apporté beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, un angle différent. Et puis dans les premières parties du contenu sur, du concret. Ouais. Et il faudrait peut-être qu'on aille un peu plus loin. Je reviendrai avec plaisir. Écoute, t'es invité pour un secret de pige quand tu veux. Quand tu veux, toi. Et si tu accèdes au pass VIP, on pourra te faire une petite chambre là derrière. Tu peux tout aménager comme Alexandre. Exactement. Dormait ici et que. Et quand tu veux pour qu'on fasse une petite séance d'hypnose. Merde. Avec plaisir aussi, y a pas de problème. Franchement, c'était super sympathique. Merci pour l'accueil et pour l'invitation. Et c'était cool. Voilà. Et merci à tous. Donc nous, ça sera pour la 10e émission qu'on va se retrouver avec l'équipe du Grand Talk. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, ça nous aide énormément pour que la vidéo soit vue et qu'elle soit transportée le plus loin possible, qu'elle puisse voyager cette vidéo. Ça nous aide beaucoup parce que, écoutez, en fait, c'est grâce à ça qu'on peut faire du contenu suivant. Maher, à très bientôt. Alexandre aussi. Alain, le mot de la fin. Le mot de la fin, merci les garçons. C'était une interview de qualité, ça fait plaisir. À
très bientôt. Alexandre, eh bien, c'est le docteur honoraire du Grand Talk. On te remercie d'être venu. À très vite. Merci 1000 fois pour le déplacement, parce que tu es venu quand même de loin. Tu as fait quelques kilomètres. J'ai optimisé mon week-end. C'est bien, très bien. À bientôt, merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Christmas and a happy New Year. A long ride home on a bus is worth it, dear. Though we are miles away and the snow doesn't seem the same, I've been singing about you every day, you and your candy cane. New Year's ain't nothing without you. Sometimes love